Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, un couple russe a péri et leur fille de 14 ans a été blessée à la suite d'une attaque sur le pont de Crimée, seul lien terrestre de la Russie avec la péninsule. La nature précise de l'attaque reste incertaine, suscitant des accusations croisées entre la Russie et l'Ukraine. Hier, un couple russe a été tué et sa fille de 14 ans blessée dans ce que Moscou a qualifié d'attaque ukrainienne. La famille a traversé le pont de Crimée dans la nuit pour ce qu'ils espéraient être des vacances en famille sur la côte de la mer Noire en Crimée. Le comité d'enquête russe a déclaré dans un communiqué que les services spéciaux ukrainiens étaient responsables de l'attaque et qu'il avait ouvert une enquête criminelle. D'après le comité antiterroriste russe, le pont de Crimée aurait été attaqué pendant la nuit par des drones se tenant à la surface de l'eau. L'armée ukrainienne a quant à elle suggéré qu'il pourrait s'agir d'une sorte de provocation de la part de la Russie elle-même. Mais les médias ukrainiens ont cité des sources non identifiées, affirmant que le service de sécurité ukrainien était à l'origine de l'incident. Le pont de 19 km sur le détroit de Kertch est le seul lien direct entre le réseau de transport de la Russie et la péninsule de Crimée, que Moscou a annexé à l'Ukraine en 2014. Il s'agissait d'un projet phare pour Poutine qu'il a ouvert lui-même à la circulation routière en 2018. Le pont se compose d'une route et d'une voie ferrée séparées, toutes deux soutenues par des pilotis en béton. Le pont est crucial pour l'approvisionnement en carburant, en nourriture et en autres produits de la Crimée, où le port de Sébastopol est la base historique de la flotte russe de la mer Noire. Il est également devenu une voie d'approvisionnement majeure pour les forces russes, après l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février. La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué le pont en octobre dernier. L'Ukraine n'a admis qu'indirectement l'attaque des mois plus tard. En représailles, la Russie a lancé des frappes contre des villes ukrainiennes, y compris contre des centrales électriques. Quelques heures seulement après l'attaque de lundi, la Russie a déclaré qu'elle avait interrompu sa participation à un accord historique, conclu sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie, qui permettait l'exportation de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Le Kremlin a déclaré que l'interruption de l'accord n'avait rien à voir avec l'attaque du pont. La Russie a refusé de renouveler un accord historique qui permettait d'exporter les céréales ukrainiennes via la mer Noire. Les analystes craignent que les prix alimentaires mondiaux n'augmentent à nouveau et ne plongent davantage de personnes dans la pauvreté, en particulier dans les pays en développement qui dépendent des importations de denrées alimentaires. La Russie s'est retirée lundi d'un accord conclu en temps de guerre qui permettait l'acheminement de céréales de l'Ukraine vers des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. Le Kremlin a déclaré que l'accord serait suspendu jusqu'à ce que ses demandes d'acheminement de ses propres denrées alimentaires et engrais vers le monde soient satisfaites. L'Ukraine et la Russie sont toutes les deux d'importants fournisseurs mondiaux de blé, d'orge, d'huile de tournesol et d'autres produits alimentaires abordables dont dépendent les pays en développement. Selon un analyste, l'interruption des livraisons en provenance d'Ukraine aura un impact significatif sur la sécurité alimentaire mondiale. Un grand producteur agricole fait la guerre à un autre grand producteur agricole, ce qui a une incidence sur les prix des denrées alimentaires et des engrais pour des millions de personnes dans le monde. L'initiative sur les céréales dans la région de la mer Noire a permis d'exporter plus de 32 millions de tonnes de denrées alimentaires d'Ukraine depuis le mois d'août. Plus de la moitié de ces denrées ont été acheminées vers des pays en développement, notamment ceux qui bénéficient de l'aide du Programme alimentaire mondial. Les pays les plus menacés seraient ceux qui dépendent le plus des importations pour satisfaire leurs besoins en matière de sécurité alimentaire et qui sont également les moins à même de s'approvisionner auprès d'autres pays. Les importations provenant d'autres sources seraient probablement plus chères. L'accord sur les céréales garantit que les navires ne sont pas attaqués à l'entrée et à la sortie des ports ukrainiens, tandis qu'un autre accord facilite l'acheminement des denrées alimentaires et des engrais russes. La Russie affirme que son secteur agricole souffre. Welsh a déclaré que le pays avait en fait exporté un volume record de 45 millions de tonnes de blé au cours de l'année commerciale 2022-2023. Il est certain que les pays qui dépendent de l'Ukraine pour leurs importations vont devoir se tourner vers d'autres sources d'importation, très probablement la Russie, ce qui est quelque chose que j'imagine être l'intention de la Russie. L'économie de l'Ukraine dépend de l'agriculture et avant la guerre, près de 80% de ses exportations de céréales passaient par la mer Noire. Aujourd'hui, elle doit envoyer ses produits alimentaires par voie terrestre ou fluviale à travers l'Europe. Or, ces voies ont une capacité inférieure à celle des transports maritimes. Et comme les céréales restent souvent dans les pays d'Europe de l'Est, les prix des denrées alimentaires s'effondrent, ce qui suscite la colère des agriculteurs locaux.
Et avec la guerre qui s'éternise, la population de l'Ukraine diminue et elle pourrait encore diminuer d'un tiers au cours des 30 prochaines années. C'est ce que nous révèle une étude publiée en mars par le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Après avoir fui la guerre en Ukraine, des millions de réfugiés commencent à envisager de s'installer définitivement dans les pays où ils se trouvent en Europe. Je suis plus efficace ici qu'en Ukraine. La créatrice de mode Ksenia Karpenko a maintenu le fonctionnement de son entreprise depuis sa résidence actuelle à Tarragone sur la côte méditerranéenne de l'Espagne où elle était en vacances lorsque la guerre a éclaté. Elle a dû réduire ses effectifs mais a continué à travailler malgré la guerre. Son équipe de 8 personnes en Ukraine conçoit et fabrique des vêtements vendus dans des boutiques à Madrid et à Barcelone. Parfois, nous sommes confrontés à des circonstances que nous n'avons pas choisies, mais nous devons vivre dans les circonstances qui nous sont données. Et maintenant, c'est ce que je fais. Et maintenant, oui, je vis ici. Selon le groupe de réflexion Center for Economic Strategy, l'économie ukrainienne pourrait perdre jusqu'à 7,71% de son PIB par an si les réfugiés restaient définitivement à l'étranger. De retour en Ukraine, les entreprises sont maintenant confrontées à la probabilité que de nombreux réfugiés ne reviennent pas et que la main-d'œuvre continue de diminuer dans les années à venir. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, seul un réfugié sur 10 envisage de rentrer prochainement. La pénurie de main-d'œuvre est particulièrement aiguë dans les secteurs qui exigent un niveau élevé d'éducation et de formation. 2 tiers des femmes qui ont cherché refuge ailleurs en Europe ont fait des études supérieures selon une étude publiée en mars par le CES. Selon Ella Libanova, démographe à l'Académie nationale des sciences, une fois levées les restrictions imposées aux hommes, les empêchant de quitter le pays en temps de guerre, nombre d'entre eux pourraient rejoindre leur famille à l'étranger. Le gouvernement ukrainien se montre toutefois plus optimiste quant au retour, affirmant que le patriotisme s'est renforcé après l'invasion. Oleksiy Sobolev, vice-ministre de l'économie, a déclaré lors d'une récente table ronde qu'il s'attendait à ce que 75% des réfugiés rentrent en Ukraine dans les 3 ans suivant la fin des combats. Hier, lundi 17 juillet, a débuté le 3e sommet réunissant l'Union européenne et la CELAC, la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Plus de 50 dirigeants des 3 régions ont mis en lumière les divergences sur leur façon d'aborder la guerre en Ukraine et le rôle de l'Europe dans la traite des esclaves. L'Union européenne s'est engagée à investir davantage dans l'Amérique latine, qui avait été laissée pour compte au cours des dernières années en raison de multiples crises. Un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, la CELAC, ainsi que de l'Union européenne, s'est tenu hier et aujourd'hui à Bruxelles. L'Union européenne s'est engagée à investir jusqu'à 45 milliards d'euros en Amérique latine et dans les pays des Caraïbes d'ici 2027. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que cet argent se présenterait sous la forme d'investissements concrets, y compris dans le secteur de l'énergie verte. L'objectif principal de ce soutien sera celui de contrebalancer l'influence de la Chine dans la région. C'est un fait historique que l'Europe a remodelé l'Amérique latine et les Caraïbes, et ce faisant, s'est remodelée elle-même. De ce remodelage, la majeure partie de l'Europe a été, et est toujours, le bénéficiaire déséquilibré d'une relation dans laquelle notre Amérique latine et nos Caraïbes ont été et sont inégalement attelés. Ce sommet devrait reconnaître cette inégalité et, en conséquence, proposer des solutions durables sur plusieurs fronts, de manière mutuellement bénéfique, mais avec une attention particulière pour ceux d'entre nous qui, historiquement, ont été et sont encore désavantagés. De nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes soutiennent la résolution des Nations Unies condamnant l'agression russe. Je pense que la leçon à tirer est que nous, en Europe, non seulement avec l'Amérique latine et les Caraïbes, mais aussi avec l'Afrique et certaines parties de l'Asie, avons été assez arrogants au cours des dernières décennies en termes de relations et de politique étrangère, et que nous n'avons pas décroché le téléphone quand ils avaient besoin de nous. Il s'agit donc d'un signal d'alarme pour nous-mêmes et pour ne plus jamais commettre cette erreur. Lorsque vous dialoguez avec quelqu'un d'autre, c'est 90% d'écoute et seulement 10% de parole.
À l'occasion de cette rencontre, l'Union européenne a également déclaré qu'elle souhaitait une déclaration commune condamnant la Russie, étant cependant consciente que cette unanimité serait difficile à obtenir. Alors que la plupart des pays de la CELAC ont soutenu en février une résolution des Nations Unies exigeant un retrait immédiat des troupes russes, le Nicaragua a voté contre et la Bolivie, Cuba et le Salvador se sont abstenus. Dans le cadre du sommet, la question des changements climatiques a également été abordée. Le changement climatique prend notre planète à la gorge, et celle-ci est en train de se battre pour chaque souffle. Des températures en ébullition, des incendies de forêt déchaînés, des inondations massives. Des pays de notre continent et du vôtre, comme les Caraïbes, sont menacés par une montée dramatique du niveau de la mer. Ensemble, nous devons agir de toute urgence et de manière décisive. Le monde a soif d'investissements prévisibles et à long terme dans des infrastructures résistantes au climat et dans des emplois de qualité pour nos citoyens. En ces temps difficiles, nous avons besoin d'amis en qui nous pouvons avoir confiance, de véritables partenaires pour tracer la voie à suivre et façonner l'avenir de nos continents. Et je crois que c'est également vrai pour l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Union européenne. Le Paraguay est le dernier pays d'Amérique du Sud à entretenir des relations officielles avec Taïwan. Le nouveau président paraguayen explique pourquoi il est plus logique de ne pas se tourner vers Pékin. Nous n'avons aucune contrainte en matière de commerce avec la Chine. Nous serions ravis d'accroître nos échanges avec la RPC. Mais nous cherchons également à ouvrir le marché des États-Unis et nous pensons que cela se produira assez rapidement. Santiago Peña explique que son pays a une économie basée sur l'agriculture et qu'il doit progresser dans la chaîne de valeur. Selon lui, Taïwan est le meilleur choix. Le président élu est confronté à la pression du secteur agricole de son pays, qui souhaite ouvrir les marchés lucratifs chinois au soja et au bœuf. Mais Peña maintient que le Paraguay ne peut pas compter sur un marché unique. Le pays travaille également sur le commerce avec le Japon et la Corée du Sud. Et en parlant du Japon, le pays du soleil levant encourage davantage de femmes à faire carrière dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques qui, en abrégé, portent le nom de STEAM. Actuellement, seulement 16% des étudiantes universitaires se dirigent vers ces domaines. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur les efforts déployés par le pays pour combler ce fossé. Le Japon s'efforce de recruter davantage de femmes comme Yuna Kato. Elle fait partie de la poignée de femmes japonaises qui étudient les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. J'ai commencé à m'intéresser à ce domaine parce que j'aimais les mathématiques, ce qui a joué un rôle important. Mais en poursuivant mes études, j'ai voulu faire quelque chose d'utile pour la vie des gens, comme la science. Le Japon se classe au dernier rang des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique pour ce qui est des femmes se spécialisant dans les STEAM. Mais les Japonaises obtiennent les deuxièmes meilleurs résultats au monde en mathématiques et les troisièmes en sciences. Au Japon, il existe encore un préjugé inconscient très fort selon lequel les femmes ne sont pas faites pour les sciences ou qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'université. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a si peu de femmes dans les sciences ou dans les domaines des STEAM. L'Institut de technologie de Tokyo vise à ce que les femmes représentent 20 à 30% des nouveaux étudiants. À l'heure actuelle, elles ne représentent que 13%. Les universités doivent faire savoir au monde qu'elles souhaitent accueillir des étudiantes. C'est pourquoi nous prenons des mesures proactives avec le quota de femmes en attirant fortement l'attention du monde sur le fait que nous voulons que des étudiantes viennent dans notre université. Le manque actuel d'étudiantes comme Kato dans les STEAM est devenu un gros problème pour le Japon. Le pays est confronté à une pénurie de 790 000 travailleurs d'ici à 2030, rien que dans le domaine des technologies de l'information. La population active du Japon diminue de plus en plus. Avec la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population, il est très important d'exploiter le pouvoir de chaque personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. De plus en plus d'entreprises japonaises prennent également des mesures pour embaucher davantage de femmes ingénieurs. Mitsubishi Heavy s'est fixé pour objectif de recruter au moins 10% de femmes parmi ses ingénieurs, contre 5% en 2015. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et pour terminer, parlons d'art, de land art plus exactement, puisqu'il s'agit de Seip, l'artiste français
Connu pour ses gigantesques peintures sur herbe, Seipe a transformé des pentes entières de montagnes dans les Alpes suisses en peintures géantes. Regardez, ça vaut le coup d'œil. À l'aide de craies et de fusains, Seipe a peint 2 fresques géantes directement sur l'herbe, représentant des enfants en train de faire des croquis. Selon lui, ces fresques symbolisent la nécessité de rejeter l'uniformité et d'adopter des perspectives différentes. Les fresques qui couvrent 3000 m² peuvent durer des jours en fonction des conditions météorologiques. L'artiste autodidacte est connu pour ses œuvres terrestres à grande échelle, réalisées à l'aide de peintures biodégradables. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour un nouveau journal. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD. Je suis Max Joktan, j'ai 51 ans. Je suis né ici en France, de parents gabonais. J'ai passé une très grande partie de ma vie ici, en fait dans la région parisienne. J'ai également vécu aux États-Unis dans le cadre de mes études universitaires. Après cela, je suis revenu m'installer dans mon pays, le Gabon. Bref, je dis tout cela pour indiquer que je suis triculturel. J'ai une culture gabonaise, je suis bantou, j'ai une culture française, j'ai aussi une culture américaine, anglo-saxonne. Je suis un homme de foi et j'adhère aux valeurs judéo-chrétiennes. Par ailleurs, je suis aussi un homme politique engagé, en constante recherche du bien-être collectif. J'affirme sans réserve et pour être entendu que le wokisme représente un grave danger pour le monde et un danger imminent pour l'Occident. Pour rappel, ce terme qui est devenu très courant est une combinaison des mots anglais woke, éveillé, et activisme. À l'origine, dans les années 60, il était utilisé au sein de la communauté afro-américaine aux États-Unis pour décrire un état de conscience accru face aux injustices raciales et sociales. En d'autres termes, il fait référence à des individus qui sont conscients et souvent victimes des problèmes systémiques tels que le racisme, l'oppression et les inégalités, et qui sont prêts à s'engager activement pour les combattre. Tout d'abord, vous savez certainement que les Africains accordent une place très importante à la culture dans leur quotidien. En effet, l'Afrique regorge d'une multiplicité d'us et coutumes. Ce sont des civilisations qui prônent des valeurs souvent conservatrices. Les choix ne dépendent pas uniquement d'un individu, comme c'est le cas maintenant en Occident, mais il engage généralement toute la communauté, la famille élargie, et ceux ayant des liens sociaux étroits. C'est ce qu'explique ce proverbe africain. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. La culture africaine considère que l'enfant ne s'appartient pas à lui-même, qu'il appartient à plus qu'à ses parents biologiques, et par conséquent que les décisions prises par un individu doivent tenir compte des autres membres de la famille et même du village. À l'opposé, la culture woke promeut un individualisme que beaucoup jugent excessif par la mise en avant uniquement des droits individuels.
Les conséquences directes qui peuvent en découler sont une négligence des obligations familiales et une diminution de l'importance accordée aux liens familiaux. Je veux aller un peu plus loin en disant qu'elle peut même détruire des familles en contribuant à les fragmenter, encourageant des relations non traditionnelles, telles que les familles monoparentales, lesquelles ne sont pas représentatives de la culture africaine. Aussi, l'histoire coloniale en Afrique a eu des conséquences profondes sur les cultures et les sociétés du continent. Je pense que la culture wok peut être perçue comme une autre forme d'influence culturelle étrangère, je parle du point de vue de l'Afrique, et finalement dénaturer ce qui fait de nous ce que nous sommes. Comme le dit ce célèbre dicton africain, un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Nous avons besoin de préserver notre identité culturelle. En plus, vous n'êtes pas sans ignorer que les défis et les préoccupations auxquelles sont confrontées les communautés africaines peuvent différer de ceux des pays occidentaux. Par exemple, les problèmes liés à l'extrême pauvreté, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à la sécurité alimentaire, ont une importance primordiale dans certains contextes africains. La culture wok, à ce moment, est moins pertinente à ces réalités locales, la priorité étant ailleurs. À choisir entre m'engager pour réduire le niveau de pauvreté dans mon pays et la remise en cause des notions traditionnelles et binaires du genre, la question est très vite répondue. C'est d'ailleurs à cela que répond mon engagement politique en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon, mon pays. Comme je l'ai dit tantôt, je suis un homme de foi, serviteur de Dieu depuis 36 ans, évêque depuis 20 ans déjà. Je crois fermement dans les textes saints, aux valeurs qui y sont véhiculées, je vous l'ai dit, je les porte en moi. Le wokisme, tel qu'il se conçoit sur le long terme, remettra tout en question. Même les affirmations les plus élémentaires, telles que les identités de genre. Les humains naissent soit hommes, soit femmes, tel que c'est écrit dans le premier chapitre du livre de Genèse dans la Bible, au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Il les créa hommes et femmes. Pour moi, il n'y a pas d'identité non binaire. On est soit l'un, soit l'autre. Pas les deux, ni aucun des deux. La définition de son identité n'est pas une question de choix, mais c'est une question d'être. La liberté ne s'exerce pas sur ce que l'on est. En plus, la foi chrétienne est basée sur les enseignements bibliques et la tradition théologique qui mettent l'accent sur la souveraineté de Dieu, la rédemption par Jésus-Christ et la notion de péché. La culture wok, quant à elle, se concentre sur les concepts de privilèges, d'oppression systémique et de justice sociale selon une perspective sociopolitique. Ces deux perspectives peuvent souvent être en conflit, car la foi chrétienne considère le péché comme le problème fondamental de l'humanité et la rédemption comme la solution. Tandis que la culture wok se concentre davantage sur les inégalités sociales et lutte contre l'oppression systémique. Et même d'un point de vue plus large, en tant qu'homme politique, je défends profondément des valeurs telles que la liberté d'expression, la démocratie, le respect des différences. La culture wok, à mon avis, constitue un danger parce qu'elle peut contribuer à la division sociale en encourageant une mentalité de nous contre eux, basée sur la race, sur le genre ou d'autres caractéristiques.
Elle n'est pas ouverte à la discussion et aux opinions divergentes. Je pense que c'est en ce sens que Donald Trump a affirmé que le wokisme est une menace pour nos valeurs et notre pays. Je le cite. C'est une idéologie qui cherche à étouffer la liberté d'expression, à diviser les gens et à promouvoir un politiquement correct excessif. Nous devons nous battre contre cette idéologie dangereuse et défendre nos traditions et nos libertés. Je partage entièrement cet avis et je nous interpelle donc tous sur la responsabilité qui est la nôtre d'œuvrer à redresser ce courant. Aujourd'hui, il est très présent en Occident. Demain, il le sera certainement en Afrique aussi. En ce qui concerne les sociétés occidentales, justement, je crois que le wokisme est un véritable danger. Tout comme les répercussions de ce courant dans les années en venir seront encore plus graves si l'on considère qu'il permet une prise de conscience accrue sur les inégalités et les préjugés systémiques qui persistent dans de nombreux domaines de la société. Il suscite également des réactions et des contre-mouvements qui vont à long terme se solder par des changements institutionnels. Ces réformes institutionnelles vont toucher différents domaines, notamment l'éducation, les médias, les entreprises et la politique. Je voudrais attirer votre attention sur cette menace qui pèse sur les sociétés occidentales. Le risque, avec les nombreuses réformes institutionnelles, le risque de ce progressisme fou est que jamais cela ne s'arrête et qu'au final, même les raisonnements les plus élémentaires soient remis en question. Par exemple, en ce qui concerne les relations sexuelles, le fait qu'un État soit d'accord de légaliser la zoophilie et donc d'accepter que les êtres humains, au nom de la liberté, puissent avoir des rapports sexuels avec des animaux. L'accent est mis sur la diversité et la tolérance. L'accent mis sur la diversité et la tolérance peut conduire à un relativisme moral, où toutes les valeurs et les croyances sont considérées comme équivalentes, et ce n'est pas vrai. Il faut se le dire honnêtement, cela va affaiblir les fondements moraux et éthiques de la société. Dans le même ordre d'idées, le wokisme peut aboutir à une forme de restriction de la liberté d'expression, en promouvant la pensée conformiste et en limitant la possibilité d'exprimer des opinions contraires à la pensée dominante. Je refuse d'encourager une mentalité de déresponsabilisation individuelle. L'accent doit être mis sur l'autonomisation personnelle et chaque individu doit réellement travailler pour améliorer sa propre situation. Nous avons donc une responsabilité vis-à-vis de ce courant, soit de l'encourager, soit de lutter contre. Personne ne va rester neutre. Et malheureusement, aujourd'hui, le wokisme trouve le soutien du monde politique, essentiellement via le financement d'associations ou d'organisations diverses. Loin d'être marginal ou opusculaire, il bénéficie du soutien des institutions, et notamment des institutions européennes, en ce qui concerne les crédits de recherche, affectés prioritairement aux thématiques anti-discrimination, au détriment de bien d'autres domaines de recherche, domaines d'importance. Ce que je crois, c'est que nous devons lutter contre le wokisme, et cela passe par l'éducation. Nous n'avons pas le droit de perdre le combat de l'éducation de nos enfants. Si vous voulez nuire à un pays, ciblez ses enfants
sa jeunesse, parisant son avenir. L'écrivain africain Joseph Kizerbo pouvait dire « L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. » Si l'on souhaite effectuer des changements significatifs et déconstruire le mode de pensée d'une société, il faut s'attaquer à l'éducation dispensée aux plus jeunes. Pour finir, je veux vous rappeler que le terme wokisme n'est pas généralement utilisé par ceux qui se considèrent comme faisant partie de la culture woke ou engagés dans les mouvements de justice sociale. Il est souvent utilisé de manière stéréotypée ou caricaturale par ceux qui s'opposent à ces mouvements. Cela signifie que ceux qui en font partie considèrent qu'ils travaillent simplement à rendre la société plus juste et plus équitable. Ils défendent des causes associées au progrès et à la justice. Ils ne peuvent pas de ce fait percevoir les risques de leur démarche. La lutte contre les discriminations reste évidemment nécessaire, mais elle doit continuer à s'inscrire dans une perspective résolument universaliste, fondée sur le principe humaniste selon lequel un humain est toujours égal à un autre être humain. Contre le wokisme, nous devons privilégier une approche universaliste et émancipatrice, fondée sur la responsabilité individuelle, le pluralisme des idées et le rejet de tout enfermement dans des devoirs de fidélité. S'éloigner de cela, fût-ce avec les meilleures intentions du monde, c'est contribuer à ébranler le socle de valeurs sur lesquelles nos sociétés se sont construites et permettre la réhabilitation de la segmentation de la société sur la base du sexe, de la couleur de la peau ou d'un quelconque autre critère. Merci pour votre écoute. Welcome to China Uncensored. I'm Chris Chappell. It's been said again and again, U.S.-China relations are at an all-time low, or U.S.-China relations are at their worst since fill in the blank. Which makes sense. U.S. relations with China are so low, they've dug a hole through the earth and wound up in China. China's probably mad about that big hole. Of course, China blames the U.S. for everything that's gone wrong in the relationship. Things like the U.S. doing freedom of navigation patrols in the South China Sea. They're actually navigation bullying. And how dare the U.S. keep its technology from being sold to China's military? This is clearly the U.S. trying to strangle China's economy through containment. Because as everyone knows, militaries are supposed to share their technology with everyone around the world. So wars can be fair and fun, no hard feelings. And remember, it was U.S. leaders who started the downward spiral in the first place by visiting China's province of Taiwan, almost as if it were a separate nation. And then the U.S. made things worse by shooting down Beijing's definitely not a spy balloon. Even when China is clearly the provocateur, it finds a way to blame the U.S. or its allies. It's like they saw that Eric Andre meme and thought, what a perfect geopolitical strategy. Take the case of a Chinese warship plowing in front of a U.S. warship a few weeks ago. China accused the U.S. of provoking the conflict because it was doing freedom of navigation patrols in the Taiwan Strait. Senior Chinese military officials have even suggested using violence against U.S. forces. One Chinese admiral said China could attack U.S. supercarriers, while a senior Chinese military official urged the Chinese Navy to attack U.S. naval vessels in the South China Sea. It's like they saw Clint Eastwood yell at people to get off his lawn and thought, what a perfect geopolitical strategy. They should really stop getting their ideas from TVs and movies. How can they justify suggesting violence? Well, the thing is, China claims almost all of the South China Sea as its own. It uses revisionary maps that claim that everything within this 9-dash line is theirs. And yes, that's what it's called, the 9-dash line. This is despite China being a signatory to the UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS.
According to Article 17 of UNCLOS, ships of all states enjoy the right of innocent passage through the territorial sea, which it defines as up to 12 nautical miles from a country's coast. That even applies to warships, as long as they remain peaceful and are not collecting intelligence. In other words, according to UNCLOS, which China signed, all foreign ships have a right to peacefully pass through the South China Sea. UNCLOS also defines the limits of national waters and where international waters begin, for the purpose of which law applies and who owns seabed resources, for example. So by the UNCLOS definition, the South China Sea should be divided up like this, not like this. The problem is the Chinese Communist Party has never made an agreement it's not willing to break. So even though it has signed and ratified UNCLOS, it still plays by its own rules. That's why there's so much tension in the South China Sea today. And the reason there's so much tension in the world is because Chinese globes probably look like this. China has been building up and militarizing islands and reefs in the South China Sea for years, even ones that other countries claim are theirs. Because as the saying goes, possession is 9/10 of the law, and because no one stopped China from doing it. So China now thinks it can flout international laws and get away with it. It's like letting a dog up on the couch. Once you do it once, they think they're allowed to do it forever. Only in this case, the dog pees all over the couch and claims that it's their territory. And flouting international laws includes doing things like harassing U.S. ships and aircraft in the South China Sea. It made headlines this month when a Chinese fighter jet buzzed a U.S. spy plane in the South China Sea. But intercepts like these have become pretty common. And according to U.S. military officials, they're becoming even more common. I'll tell you more after this quick commercial break. Welcome back. Chinese warships and military planes have been doing risky intercepts in the South China Sea recently. And when I say risky, I mean coming as close as several dozen feet away. An intercept is when an aircraft gets close to another aircraft to identify it, establish communication, track it, divert it, etc. It's what didn't happen on 9/11, even though it was supposed to. For context, the U.S. Federal Aviation Administration says 500 feet is about the closest a U.S. plane should ever get when doing an intercept. But here's a Chinese military jet last December coming within just 20 feet of a U.S. Air Force plane, forcing the U.S. plane to swerve to avoid a collision. No wonder China was responsible for spreading COVID. They can't even socially distance in planes. Now, when I say they've been doing this recently, I don't mean only recently. Here's one in the East China Sea in 2016. The Pentagon said a Chinese fighter jet came within 100 feet of a U.S. Air Force reconnaissance jet. And another in the South China Sea, also in 2016, where two Chinese aircraft got within 50 feet of a U.S. plane. And I thought tailgating was annoying when driving. I bet those pilots also don't use their turn signals and blast crappy music through their oversized stereos. Here's another one from 2014. Where a Chinese fighter jet came within 20 feet of a U.S. reconnaissance plane. I bet that pilot thought they were as cool as Maverick and Top Gun. And we know how much China likes to pretend its military is as cool as Top Gun. Now, so far I've talked about risky stunts that didn't result in any serious consequences. But in 2001, a Chinese pilot did die after hitting a U.S. plane over the South China Sea. According to the U.S., pilot Wang Wei hit the nose of a U.S. spy plane when it was in international airspace. The U.S. plane made an emergency landing on Hainan Island, which is part of China. Wang Wei managed to eject from his plane but landed in the water and was never found. He killed himself to own the capitalist. Big brain move right there. While his risky stunt could have made him famous for starting World War III, cooler heads prevailed, but China now considers him a national hero. The bar for heroes is that low, huh? It's even lower than U.S.-China relations. Fortunately, stunts like these have become more common in recent years, according to U.S. military officials. And just for folks who may not be tracking this as closely, over the past 18 months or so, we have seen a steep rise in the region of PLA aerial intercepts in particular, but as well, obviously, in the Philippines context and others, more, and the United States most recently as last week, more assertive, aggressive, unprofessional, risky, unsafe behavior by the PLA.
It's like the Fast and Furious of the skies up there. Ratner says only some of these Chinese military intercepts have been declassified, so there's probably a lot more we're not aware of. So far, the U.S. military has said it's not planning to back down, saying the United States will continue to fly, sail, and operate safely and responsibly wherever international law allows. But these brazen attacks are increasing at a time when the U.S. and Chinese militaries aren't talking to each other. So if there's a miscalculation, the U.S. can't just pick up the phone and sort things out verbally. The Pentagon says it tried to call the PLA during the Chinese spy balloon incident, but China didn't pick up the phone. And China refused a meeting this month between the U.S. and Chinese defense chiefs when they were both in Singapore for a security summit. One of Secretary of State Antony Blinken's goals for his trip in China this month was to restore military-to-military communications. Spoiler alert, that didn't happen. China wants the U.S. to lift sanctions on Defense Chief Li Shangfu before they're willing to talk. The U.S. put those on in 2018 before he was defense minister for buying Russian military aircraft and equipment. So far, the U.S. has said it's not going to lift sanctions just to get a meeting. Which is progress, I have to say. The Biden administration has been signaling so hard that they want talks with Beijing, I almost expected Xi Jinping to say Biden needs to jump and Biden to reply, okay, how high? So yeah, it doesn't seem like these risky intercepts are going to stop happening anytime soon. It's not just China either. Just before the war in Ukraine, on 3 separate occasions, Russian fighter jets came within a few feet of U.S. aircraft in what the U.S. said was international airspace. A former U.S. Navy pilot told Business Insider Russia has had a history over decades of performing incredibly aggressive intercepts as a way of intimidating the air crews or trying to get those air crews to leave the area. Which is exactly what China is signaling here. China has made it very clear it thinks the U.S. is responsible for the tensions in the region. It says the U.S. sailing its warships and flying its reconnaissance planes in the area forces China into a defensive position. So they're saying they had to stand their ground? There's a lot of flaws in that logic, the most obvious being you're flying and literally incapable of standing on ground. And just to follow up on the parallel with Russia, China definitely also has a neighbor that it wants to invade. And the only country really standing in its way is, yes, you guessed it, the U.S. Although there are definitely some mixed messages coming out of the U.S. on that one. One China Studies professor at Johns Hopkins University says the South China Sea is China's testing ground for challenging international rules globally. She says the South China Sea is where China is experimenting with reshaping the rules of the road, and those include the way that the UN Convention on the Law of the Sea is interpreted. And as we've all seen, experiments in China tend to have disastrous consequences for the rest of the world. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin seems to agree. He said earlier this month that these intercepts are about undermining the U.S.-led world order. Now, this is a consequential time for our alliance. We are deeply concerned by the PRC's coercive behavior and its attempts to undermine the rules-based international order. China isn't just trying to challenge the rules, though. It's also signaling to its neighbors that the U.S. is weak and won't be able to protect them in the event of a conflict with China. If China can take the U.S. out of the picture, there's a real possibility that U.S. allies would fall in line behind China. And if China can take full control of the South China Sea, there's no telling what it might take next. Or maybe more accurately, what they won't take next. So what do you think of China's military intercepts? Let us know in the comments below. And remember, China Uncensored is able to keep making videos like this because of viewers like you. Visit patreon.com/China Uncensored to contribute on the crowdfunding website Patreon, or go to ChinaUncensored.locals.com to join us on the exclusive social media site Locals. We rely on your support to help us keep making great episodes. Once again, I'm Chris Chappell. See you next time. Un témoignage sur les risques réels liés aux affaires en Chine. Un homme d'affaires très influent a tiré plusieurs leçons de ses expériences avec la Chine communiste. Quel est le principal obstacle dans la bataille contre le fentanyl aux États-Unis? Des fonctionnaires révèlent une force cachée derrière cette crise.
Une approche totalement inadéquate face à la Chine. Le gouvernement britannique a récemment été critiqué par une commission parlementaire. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Des nouvelles du Royaume-Uni. L'accent est trop mis sur l'économie à court terme plutôt que sur les risques à long terme. C'est ce qu'a déclaré une commission parlementaire sur le gouvernement britannique actuel. Selon le président de la commission du renseignement et de la sécurité, l'approche britannique de la menace que représente la Chine pour la sécurité nationale est, je cite, totalement inadéquate. Au cours de notre enquête, la Commission a constaté que le niveau des ressources consacrées à la lutte contre la menace posée par la Chine était tout à fait inadéquat. Le responsable a souligné qu'il n'avait vu aucune responsabilité tenue dans la lutte contre les activités d'ingérence de la Chine en Angleterre, tout en notant que la Chine a mené des activités hostiles contre le pays. L'approche globale de la Chine nous montre que les entreprises chinoises appartenant ou non à l'État, les établissements universitaires et culturels, ainsi que les citoyens chinois ordinaires sont aussi susceptibles, volontairement ou non, d'être cooptés pour des opérations d'espionnage et d'ingérence. D'autre part, le Royaume-Uni bénéficie d'une coopération économique avec Pékin. La Chine achète et cherche à contrôler ou à influencer les secteurs de l'industrie et de l'énergie nucléaire civile du Royaume-Uni. Certains législateurs britanniques ont lancé un appel au Premier ministre lui demandant d'adopter une position plus ferme face à la Chine. Le dirigeant maintient que l'Occident ne doit pas se dissocier de Pékin. Cette position pourrait-elle changer à mesure que la pression s'accroît sur la scène internationale? Nous vous tiendrons au courant. Une vidéo bouleversante en provenance de Chine où un pont a été vu débordant d'eau la semaine dernière. Cela s'est produit après de fortes pluies dans la région. Le pont est situé dans la province du Sichuan, au sud-est de la Chine. Plus de 40 000 personnes ont été évacuées. D'autres régions sont également inondées, notamment le Shanxi, le Henan, le Jiangsu, le Hunan et le Guangdong. Dans ces régions, les eaux de crue ont envahi les rues, grimpé les escaliers et coulé les voitures. Dans le Shanxi, plus de 1200 personnes ont été évacuées. Les autorités ont mis en garde à plusieurs reprises contre des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes géologiques tout au long du mois de juillet. Les blanchisseurs d'argent chinois sont un obstacle majeur dans la lutte contre le fentanyl. C'est ce qu'ont affirmé des représentants des forces de l'ordre américaines lors de leur témoignage devant une commission parlementaire jeudi dernier. Voici ce qu'ils avaient à dire. La capacité des cartels mexicains à introduire le fentanyl aux États-Unis est considérablement renforcée par les organisations chinoises de blanchiment d'argent. Steve Kagan est enquêteur au département américain de la sécurité intérieure. Il était l'un des nombreux témoins entendus la semaine dernière par la sous-commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants américaine. Les témoins ont déclaré que les blanchisseurs d'argent chinois constituaient un obstacle majeur dans la lutte contre le fentanyl. Ces organisations disposent d'une vaste infrastructure mondiale pour blanchir les produits illicites de diverses organisations criminelles, notamment les cartels mexicains. Un autre témoin, qui travaille avec le directeur de la politique nationale de contrôle des drogues, a déclaré que la Chine est un important producteur de produits chimiques précurseurs du fentanyl. Cependant, le Parti communiste chinois, ou PCC, refuse de faire sa part pour arrêter la production de ces produits chimiques. Il ajoute que le PCC aide même parfois les organisations criminelles transnationales à fabriquer et à distribuer cette drogue mortelle. Ils jouent un rôle majeur dans ce problème et ils devraient, comme toute grande nation, jouer un rôle majeur dans sa solution. Nous attendons avec impatience qu'ils s'engagent auprès de nous et qu'ils le fassent. Il a déclaré que les opérations chinoises de blanchiment d'argent enrichissaient les trafiquants de drogue à un rythme plus rapide que jamais. Le blanchiment d'argent, qui aurait pris des semaines ou des mois dans le passé, ne prend plus que quelques heures aujourd'hui parce qu'il est devenu numérique. Des témoins ont déclaré que les organisations chinoises utilisent en partie les crypto-monnaies et les services bancaires électroniques sur le dark web pour déguiser et transférer leurs profits. Un autre témoin, qui travaille pour la Brigade des stupéfiants américaine ou DEA, a déclaré que le mois dernier, son agence a révélé l'implication de la Chine dans la production de fentanyl. Les agents de la DEA ont inculpé 8 citoyens chinois et, pour la première fois, 4 entreprises chinoises pour conspiration en vue de fabriquer et d'importer du fentanyl aux États-Unis. Ces personnes et ces entreprises ont vendu suffisamment de précurseurs chimiques pour produire des millions de doses potentiellement mortelles de fentanyl.
Bien que nous ayons obtenu quelques succès, il reste manifestement beaucoup à faire. Selon des témoins, les cartels mexicains ne se contentent pas de vendre le fentanyl pour ce qu'il est. Ils l'ajoutent également à d'autres drogues et à des médicaments contrefaits pour en accroître les effets. De nombreuses victimes du fentanyl ne savaient pas qu'elles consommaient cette substance. Nous avons récemment reçu une question d'un internaute demandant où deux métaux de terres rares, le gallium et le germanium, sont extraits en Chine. Ces deux métaux font désormais l'objet de nouveaux contrôles à l'exportation de la part de Pékin en représailles aux sanctions occidentales imposées à son industrie des puces électroniques. Examinons la production chinoise de ces deux métaux. Le gallium et le germanium sont essentiels à la fabrication de semi-conducteurs et d'autres produits électroniques. Mais ils n'existent pas à l'état naturel. La plupart du germanium est un sous-produit issu du raffinage du zinc et des cendres volantes, tandis que le gallium provient du traitement de la bauxite et du minerai de zinc. La Chine est l'un des principaux producteurs et distributeurs de ces deux métaux. Elle produit près de 60% du germanium et 80% du gallium dans le monde. Cette domination n'est pas due à la rareté des deux métaux. La raison est que les faibles coûts de production de la Chine l'emportent sur les prix pratiqués par d'autres fabricants. Les gisements de germanium et de gallium du pays sont concentrés dans des provinces riches comme la Mongolie intérieure, le Sichuan, le Guangxi, le Guangdong et le Yunnan. Les activités minières dans toute la Chine sont placées sous la surveillance du Parti communiste chinois, y compris au Xinjiang et au Tibet, deux régions souvent associées à des problèmes liés aux droits humains. Ces deux provinces sont également connues pour leurs riches ressources minérales, bien qu'elles ne soient pas les principaux sites d'extraction du germanium et du gallium. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt. Qu'est-il arrivé à ce monde dans lequel nous vivons? Pourquoi? Au cours des 4 années qu'il a passées sur cette terre, il n'a connu que la guerre. Où que j'aille, des choses que je vois, je veux juste m'en détourner. Les rêves que j'ai, les histoires que je pourrais raconter, seront-ils encore possibles? Cette année, plus que jamais, j'ai besoin d'un monde tout neuf, un monde propre. Où je pourrais m'améliorer et être inspiré. Ma scène peut être partout et n'importe où. Mais elle commence ici. Ganjing World, un monde plus lumineux.